Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux innovations méconnues et aux génies incompris. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire extraordinaire de Marcel Dubois, ingénieur français excentrique des années 1920, dont l'invention révolutionnaire d'isolation thermique métallique fut d'abord ridiculisée par ses contemporains avant de sauver des dizaines de vies lors du terrible hiver 1929. Cette histoire authentique révèle comment un homme seul, armé de ses connaissances scientifiques et d'une obstination remarquable, révolutionna l'art de construire en défiant les conventions de son époque. Ce récit fascinant nous plonge dans la France de l'entre-deux-guerres, où l'innovation se heurtait souvent aux préjugés et où les visionnaires devaient lutter contre l'incompréhension générale pour faire triompher leurs idées. Marcel Dubois nous enseigne que les plus grandes découvertes naissent que parfois de l'obstination de ceux qui osent penser différemment, même face aux moqueries et au scepticisme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits d'inventeurs français méconnus. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de mettre en lumière ces héros de l'ingéniosité française. Préparez-vous à découvrir comment une étrange cabane métallique devint le précurseur de nos technologies modernes d'isolation. Paragraphe 1. L'automne 1925 fut marqué par l'arrivée dans le petit village de Sainte-Geneviève-en-Morvan, en Bourgogne, d'un personnage pour le moins singulier qui allait bouleverser les habitudes architecturales locales et révolutionner notre compréhension de l'isolation thermique. Marcel Dubois, ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris, âgé de 38 ans et fort d'une expérience de 15 années dans l'industrie métallurgique, avait choisi ce village reculé pour mener en secret ses expérimentations sur ce qu'il appelait l'habitat thermodynamique optimisé. Cet homme discret, aux cheveux prématurément grisonnants et aux yeux perçants, portait toujours un carnet de cuir rouge où il notait méticuleusement ses observations scientifiques. Dubois n'était pas un excentrique ordinaire. Diplômé major de sa promotion en 1910, il avait rapidement gravi les échelons des aciéries de Longwy, où ses innovations en matière de traitement thermique des métaux lui avaient valu une réputation d'expert reconnu. Cependant, la Grande Guerre avait profondément marqué cet homme sensible qui avait servi comme ingénieur militaire sur le front de Verdun. Là-bas, dans les tranchées glaciales de l'hiver 1916, il avait vu mourir des centaines de soldats français, non pas sous les balles allemandes, mais victimes du froid, de l'hypothermie et des conditions d'habitat déplorables qui caractérisaient la guerre de position. Cette expérience traumatisante avait orienté définitivement ses recherches vers ce qu'il considérait comme un défi scientifique majeur. Comment créer des structures d'habitat capables de maintenir une température vivable avec un minimum d'énergie? Nous maîtrisons la métallurgie pour forger des armes, écrivait-il dans son journal personnel. Mais nous sommes incapables de construire des abris qui protègent efficacement nos concitoyens du froid. Cette incompétence technique coûte plus de vies que les guerres elles-mêmes. Cette obsession de l'efficacité thermique allait guider toutes ses recherches futures. Après la guerre, Dubois avait consacré ses économies personnelles à l'acquisition de brevets sur les alliages métalliques et leurs propriétés thermiques. Il avait notamment étudié les travaux pionniers de l'Américain Thomas Edison sur les applications domestiques de l'électricité et du Britannique Lord Kelvin sur la thermodynamique appliquée. Ses recherches théoriques l'avaient convaincu qu'une révolution de l'habitat était possible grâce à l'application rigoureuse des lois physiques de la conservation de l'énergie et de la transmission thermique. Son installation à Sainte-Geneviève-en-Morvan n'était pas fortuite. Ce village, situé à 650 mètres d'altitude dans un environnement boisé, offrait des conditions climatiques rigoureuses parfaites pour tester ses innovations. De plus, l'isolement géographique lui garantissait la tranquillité nécessaire à ses expérimentations, tout en lui permettant d'observer discrètement les méthodes de construction traditionnelles locales. Je veux comprendre pourquoi les paysans bourguignons gèlent dans leurs maisons, alors qu'ils disposent de forêts entières pour se chauffer, notait-il dans ses carnets d'observation. Le terrain qu'il acquit, une parcelle de 2 hectares en lisière de forêt, était considéré comme inconstructible par les habitants du village, en raison de sa pente prononcée et de son exposition au vent dominant.
Cependant, Dubois y voyait les conditions idéales pour tester la résistance thermique de ses constructions expérimentales. Ce que les autres considèrent comme des défauts, expliquait-il au notaire local, je les considère comme des atouts pour valider mes théories. Plus les conditions seront difficiles, plus mes résultats seront probants. Les premiers mois de son installation furent consacrés à l'étude minutieuse des conditions météorologiques locales. Équipé d'instruments de mesure qu'il avait fait fabriquer spécialement par les ateliers Peugeot, il relevait quotidiennement température, humidité, pression atmosphérique, vitesse et direction des vents. Ces données, consignées dans des tableaux d'une précision remarquable, lui permettaient de modéliser mathématiquement les défis thermiques auxquels devrait faire face sa future construction. Parallèlement à ces observations, Dubois étudiait les habitats traditionnels du village avec l'œil critique de l'ingénieur. Il constata que les maisons bourguignonnes, construites en pierre calcaire locale avec des murs épais et des toitures en tuiles, présentaient des déperditions thermiques considérables au niveau des joints de mortier, des ouvertures, et surtout des points de jonction entre différents matériaux. Ces constructions, analysait-il, obéissent à des traditions séculaires mais ignorent totalement les lois de la physique moderne. Elles accumulent la masse thermique mais négligeant l'isolation différentielle. L'accueil des villageois fut d'abord méfiant, puis progressivement amusé. Cet homme élégant aux manières urbaines raffinées, qui parlait de coefficient de transmission thermique et de résistance air des matériaux, intrigué par son érudition mais amusé par son apparente déconnexion des réalités pratiques de la construction rurale. « Monsieur l'ingénieur », lui disait ironiquement le maçon local Henri Moreau, « nos maisons tiennent debout depuis 300 ans sans vos calculs savants. Elles nous protègent du froid, comme elles ont protégé nos grands-pères. » Cependant, Dubois n'était pas homme à se laisser décourager par le scepticisme local. Il savait que la révolution qu'il préparait bouleverserait non seulement les techniques de construction, mais aussi les mentalités profondément conservatrices du monde rural français. « La science, écrivait-il, progresse toujours contre l'opinion commune. Mon devoir est de prouver par l'expérimentation que l'habitat peut être radicalement amélioré. » Cette conviction inébranlable allait le soutenir durant les mois difficiles qui l'attendaient. Paragraphe 2. L'hiver 1925-1926 permit à Dubois d'affiner ses observations et de concevoir les plans de ce qui allait devenir sa cabane révolutionnaire. Installé temporairement dans une fermette louée au centre du village, il passait ses journées à dessiner, calculer et modéliser une structure d'habitat totalement inédite qui appliquerait rigoureusement les lois de la thermodynamique pour optimiser la conservation de la chaleur. Ces plans, d'une complexité technique remarquable, prévoyaient l'utilisation révolutionnaire de plaques métalliques spécialement traitées qui constitueraient l'élément clé de son système d'isolation. L'innovation principale de Dubois résidait dans sa compréhension des propriétés réflectives des métaux polis. Ses recherches théoriques l'avaient convaincu que des surfaces métalliques parfaitement lisses et stratégiquement disposées pouvaient créer un effet de serre inverse en réfléchissant la chaleur intérieure vers l'intérieur du bâtiment tout en repoussant le froid extérieur. Imaginez, expliquait-il dans ses notes, des miroirs thermiques qui renvoient de la chaleur vers sa source au lieu de la laisser s'échapper vers l'extérieur. C'est le principe de la conservation énergétique appliqué à l'architecture. Cette théorie s'appuyait sur ses connaissances approfondies de la métallurgie industrielle. Durant sa carrière aux aciéries de Longwy, il avait observé que les fours industriels les plus efficaces utilisaient des doublures métalliques réfléchissantes pour concentrer la chaleur. En adaptant ces techniques à l'habitat civil, il espérait créer une enveloppe thermique active capable de maintenir une température intérieure constante avec un minimum d'apport énergétique externe. Le métal choisi pour son expérimentation était un alliage aluminium-magnésium qu'il fit spécialement commander aux usines Peccinet de Grenoble. Cet alliage, encore expérimental à l'époque, présentait l'avantage de combiner légèreté, résistance à la corrosion et excellentes propriétés réflectives. Les plaques, d'une épaisseur de 3 mm et polies miroir, étaient découpées selon des dimensions précises calculées pour s'assembler selon un système géométrique complexe que Dubois avait mis au point. La structure porteuse de la cabane
était conçu selon des principes révolutionnaires pour l'époque. Plutôt que d'utiliser le bois ou la pierre traditionnelle, Dubois prévoyait une ossature métallique légère en acier traité anti-corrosion, assemblée selon un système modulaire qui permettrait une construction rapide et précise. Cette ossature servirait de support aux panneaux métalliques réfléchissants qui constitueraient les véritables murs thermodynamiques de l'habitat. Le système d'assemblage des panneaux constituait en lui-même une innovation majeure. Dubois avait conçu un système de joints étanches utilisant des bandes de caoutchouc vulcanisées qui assuraient une isolation parfaite entre l'intérieur et l'extérieur, tout en permettant une dilatation différentielle des matériaux. Chaque joint, expliquait-il, doit être pensé comme un verrou thermique qui empêche les échanges de température non contrôlés. La forme de la cabane elle-même résultait de calculs aérodynamiques poussés. Plutôt que la forme rectangulaire traditionnelle, Dubois avait opté pour une structure légèrement arrondie qui réduisait la résistance au vent et optimisait la répartition des contraintes thermiques. Cette forme, inhabituelle pour l'époque, lui valait déjà les quolibets des villageois qui comparaient son projet à une gamelle de soldats géante ou à un tonneau de fer blanc pour les géants. Le système de ventilation représentait un autre aspect révolutionnaire de la conception. Dubois avait prévu un circuit d'air contrôlé utilisant l'effet de convection naturelle pour maintenir une circulation permanente de l'air intérieur sans déperdition thermique. Des conduits métalliques, intégrés dans les parois et équipés de clapets thermostatiques, permettraient un renouvellement de l'air sans échange thermique avec l'extérieur. L'isolation au sol constituait un défi technique particulier que Dubois résolut par une innovation audacieuse, une double cloison métallique créant un vide d'air isolant d'une épaisseur de 10 cm. Cette semelle thermique empêcherait les remontées de froid du sol tout en créant un effet de coussin d'air chaud qui participerait au chauffage général de l'habitat. Le système de chauffage lui-même était réduit à sa plus simple expression. Un petit poêle à bois de conception spéciale équipé d'un échangeur thermique métallique qui optimiserait la diffusion de la chaleur dans l'air intérieur. Selon les calculs de Dubois, ce poêle de faible puissance suffirait à chauffer l'ensemble de l'habitat grâce à l'efficacité de l'isolation métallique réfléchissante. Ces plans, d'une modernité saisissante, anticipaient de plusieurs décennies les techniques d'isolation que nous considérons aujourd'hui comme standards. Cependant, en 1926, ils apparaissaient aux yeux des villageois comme les élucubrations d'un savant fou qui prétendait révolutionner des siècles de tradition architecturale avec ses gamelles en métal. Cette incompréhension, qui allait s'amplifier lors de la construction, illustrait parfaitement le fossé qui séparait l'innovation scientifique des mentalités populaires de l'époque. Paragraphe 3. Le printemps 1926 marqua le début de la phase pratique du projet de Dubois, avec l'arrivée sur son terrain des matériaux commandés aux quatre coins de France. Les villageois de Sainte-Geneviève en Morvan assistèrent avec curiosité, mêlée d'amusement, au déchargement de camions entiers de plaques métalliques brillantes, de profilés d'acier usinés et d'équipements techniques inconnus qui transformaient progressivement la propriété de l'ingénieur en véritable dépôt industriel. On dirait qu'il va construire une usine plutôt qu'une maison, commentait le facteur Gaston Mercier, en livrant le courrier quotidien de Dubois. La construction, proprement dite, commença par l'édification d'un atelier de montage temporaire où Dubois préparait méticuleusement l'assemblage de ses panneaux métalliques. Cet atelier, équipé d'établis, d'outillage de précision et d'instruments de mesure qu'il avait fait venir de Paris, impressionnait par son organisation quasi-industrielle. Chaque plaque métallique était numérotée, vérifiée, ajustée selon des tolérances de fabrication d'un dixième de millimètre, révélant l'obsession de précision qui caractérisait l'approche scientifique de Dubois. L'ingénieur travaillait seul, refusant l'aide des maçons et charpentiers locaux qu'il jugeait insuffisamment formés aux techniques modernes de construction. Cette réalisation, expliquait-il au maire du village, nécessite une précision d'horloger que seul un ingénieur peut garantir. Chaque élément doit être positionné selon des calculs exacts pour que l'ensemble fonctionne selon mes prévisions. Cette manie du perfectionnisme, admirée par certains, agaçait profondément d'autres qui y voyaient un mépris des savoir-faire traditionnels. L'assemblage de l'ossature métallique révéla rapidement l'originalité de la conception.
Contrairement aux constructions traditionnelles qui s'élèvent pierre par pierre ou planche par planche, la structure de Dubois s'assemblait comme un gigantesque jeu de mécano selon une logique modulaire parfaitement maîtrisée. En quelques semaines, les contours de la cabane se dessinèrent, révélant une forme arrondie et élancée qui contrastait violemment avec l'architecture locale. Cependant, c'est l'installation des panneaux métalliques réfléchissants qui déclencha vraiment la curiosité puis les moqueries des habitants du village. Ces plaques d'aluminium poli, assemblées selon un motif géométrique complexe, transformaient la cabane en véritable miroir géant qui renvoyait aveuglément la lumière du soleil. On dirait un phare en plein jour, s'exclamait le boulanger Pierre Dubois, aucun lien de parenté avec l'ingénieur. Ça brille tellement qu'on ne peut pas le regarder en face. Cette caractéristique visuelle spectaculaire, qui résultait directement des propriétés réfléchissantes recherchées par Dubois, attirait quotidiennement des curieux venus des villages voisins pour admirer ce phénomène architectural inédit. Certains parlaient de maison miroir, d'autres de cabane de fées, mais la plupart utilisaient des termes moins flatteurs comme casserole géante ou bidon de l'armée assemblé par un fou. Ces moqueries, bien qu'elles amusent Dubois, révélaient l'incompréhension totale des villageois face à son innovation. L'installation du système de ventilation sophistiqué donna lieu à de nouveaux quolibets, les conduits métalliques apparents, les clapets thermostatiques et les bouches d'aération réglables transformaient l'extérieur de la cabane en assemblage complexe de tuyauterie qui évoquait plus une machine industrielle qu'un habitat domestique. Il construit une locomotive plutôt qu'une maison, ironisait le maréchal ferrant Henri Gautier, il ne manque plus que la cheminée qui crache de la fumée noire. L'aménagement intérieur révéla d'autres innovations surprenantes. Les cloisons internes, également métalliques et réfléchissantes, créaient un environnement lumineux et spacieux qui maximisait l'efficacité de l'éclairage naturel. Le sol, constitué d'une double paroi métallique avec vide d'air isolant, résonnait sous les pas comme un plancher de navire, ajoutant une dimension sonore inattendue à cette expérience architecturale inédite. Le petit poêle à bois, spécialement conçu par Dubois, intriguait particulièrement les visiteurs. D'une taille ridiculement réduite comparée aux imposantes cheminées locales. Cet appareil de chauffage semblait dérisoire pour affronter les hivers rigoureux du Morvan. Avec ce petit jouet, prédisait le charbonnier Albert Morin, il va geler comme un radeau dès les premiers froids. Nos cheminées mangent un arbre par jour en hiver et lui comptent se chauffer avec des allumettes. Ces critiques, fondées sur l'expérience séculaire des conditions hivernales locales, semblaient justifiées face à ce système de chauffage apparemment sous-dimensionné. Cependant, Dubois conservait une confiance inébranlable en ses calculs thermodynamiques. Ils jugent selon leurs habitudes, notait-il dans son carnet, mais ils ignorent totalement les lois de la conservation de l'énergie. Mon système ne gaspille pas la chaleur, il l'optimise. L'achèvement de la construction, en septembre 1926, donna lieu à une sorte d'inauguration informelle, où la plupart des villageois vinrent admirer cette réalisation unique. La cabane, d'une superficie de 40 mètres carrés, brillait au soleil comme un joyau métallique posé dans le paysage boisé du Morvan. Certains admiraient l'audace et l'originalité de cette architecture futuriste, d'autres hochèrent la tête devant ce qu'ils considéraient comme une extravagance coûteuse et inutile. Dubois lui-même, satisfait de son œuvre mais conscient du scepticisme environnant, se préparait mentalement à l'épreuve suprême qui validerait ou invaliderait ses théories. L'hiver qui approchait et qui révélerait enfin les véritables performances thermiques de son habitat révolutionnaire. « L'hiver sera mon juge », écrivait-il prophétiquement. « Soit mes calculs se révéleront justes et ma cabane restera chaude, soit ils seront faux et j'aurai construit la plus coûteuse des glacières. » Paragraphe 4. L'installation de Dubois dans sa cabane métallique en octobre 1926 marqua le début d'une période d'observation scientifique intensive qui allait durer 3 hivers consécutifs et révéler progressivement les performances exceptionnelles de son innovation thermique. Équipé d'un arsenal d'instruments de mesure, thermomètre de précision, hygromètre, manomètre, chronomètre, l'ingénieur relevait quotidiennement des données sur les températures intérieures et extérieures, la consommation de combustible,
et l'efficacité de ces systèmes de ventilation et de chauffage. Les premiers mois révélèrent des résultats encourageants qui confirmaient partiellement ces théories. Dès les premières nuits fraîches d'octobre, la cabane maintenait une température intérieure de 18 degrés avec une consommation de bois dérisoire comparée aux habitations traditionnelles du village. Là où mes voisins brûlent 15 kg de bois pour chauffer leur maison, notait fièrement Dubois dans son carnet d'observation, j'obtiens le même confort thermique avec 3 kg seulement. Le coefficient d'efficacité dépasse mes prévisions les plus optimistes. Cependant, ces premiers succès passaient largement inaperçus aux yeux des villageois qui attendaient l'épreuve véritable de l'hiver morvandiau pour juger cette construction hors norme. Attendons de voir s'ils chantent toujours la même chanson quand il y aura de la vraie neige. Commentait sarcastiquement le maire Émile Bertrand, nos hivers ne plaisantent pas avec les fantaisies d'ingénieurs parisiens. Cette méfiance, teintée d'ironie régionaliste, reflétait la résistance naturelle du monde rural face aux innovations venues d'ailleurs. L'automne 1926 permit également à Dubois d'affiner les réglages de ses systèmes de ventilation automatique. Les clapettes thermostatiques, qu'il avait conçues selon ses propres calculs, nécessitaient des ajustements constants pour optimiser la circulation d'air sans déperdition thermique. Ces réglages minutieux, effectués à toute heure du jour et de la nuit selon les variations météorologiques, donnaient l'impression aux voisins que l'ingénieur était devenu l'esclave de sa propre machine. L'hiver 1926-1927 fut modérément rigoureux, selon les standards locaux, avec des températures descendant rarement en dessous de 10 degrés Celsius. Cette clémence relative permit à la cabane de Dubois de faire ses preuves sans subir l'épreuve extrême qu'attendaient ses détracteurs. Néanmoins, les performances observées étaient remarquables. Température intérieure constante de 19 degrés, humidité contrôlée à 55%, consommation de combustible inférieure de 80% aux standards locaux. Ces résultats, consignés méticuleusement dans des tableaux que Dubois transmettait régulièrement aux revues techniques et spécialisées, commençaient à attirer l'attention du monde scientifique parisien. La Société des ingénieurs civils de France s'intéressa à cette expérimentation originale et envoya une délégation d'experts pour évaluer l'innovation bourguignonne. Leur rapport, publié dans la revue Le Génie civil, confirma les affirmations de Dubois et salua une approche révolutionnaire de l'habitat thermiquement optimisé. Cependant, cette reconnaissance académique ne modifiait en rien le scepticisme des habitants de Sainte-Geneviève-en-Morvan qui attendèrent toujours l'hiver qui remettrait les pendules à l'heure. « Tous ces savants de Paris peuvent écrire ce qu'ils veulent », déclarait le doyen du village, Anatole Moreau. « Mais moi qui ai 75 ans d'hiver dans les pattes, je dis qu'aucune cabane en métal ne peut résister à un vrai hiver du Morvan. Ça, c'est la loi de la nature. » L'hiver 1927-1928 se révéla plus rigoureux, avec plusieurs semaines de gel intense et des températures descendant jusqu'à 18 degrés Celsius. Cette fois, la cabane de Dubois subissait une véritable épreuve de résistance thermique qui allait révéler les limites éventuelles de son système. Les villageois redoublèrent d'attention, certains passant quotidiennement devant la propriété de l'ingénieur pour observer d'éventuels signes de défaillance de son installation révolutionnaire. Les résultats furent spectaculaires et déjouèrent toutes les prédictions pessimistes. Non seulement la cabane maintint sa température intérieure de confort, mais elle révéla des capacités d'adaptation remarquables face aux variations climatiques extrêmes. Le système de régulation thermique automatique, basé sur les propriétés réfléchissantes des panneaux métalliques, ajustait spontanément l'efficacité de l'isolation selon les conditions extérieures. Plus impressionnant encore, Dubois découvrit que sa cabane présentait des propriétés thermiques inattendues qui dépassaient ses propres prévisions théoriques. Les panneaux métalliques créaient des cellules de convection contrôlées, qui optimisaient la circulation de l'air chaud de manière totalement automatique, sans intervention humaine, ni consommation énergétique supplémentaire. Mon habitat, écrivait-il avec émerveillement, fonctionne comme un organisme thermique autorégulé. Il s'adapte au froid comme un être vivant s'adapte à son environnement. Ces découvertes inattendues transformèrent l'expérience de Dubois en véritable recherche fondamentale sur les propriétés thermodynamiques des matériaux métalliques appliqués à l'habitat. Ces observations,
de plus en plus précises et détaillées, révélaient des phénomènes physiques que la science officielle n'avait pas encore identifiés, faisant de sa cabane bourguignonne un laboratoire de recherche unique en Europe. Cependant, malgré ses performances objectives incontestables, la majorité des villageois restaient sceptiques, attendant l'hiver exceptionnel qui révélerait enfin les faiblesses de cette construction non conventionnelle. Cette attente allait être comblée de manière dramatique lors de l'hiver 1929, qui allait entrer dans l'histoire comme l'un des plus rigoureux du siècle en Bourgogne. Paragraphe 5. L'année 1929 commença de manière anodine, rien ne présageant le cataclysme météorologique qui allait frapper l'Europe et transformer la cabane de Dubois en objet d'admiration universelle. L'ingénieur, confiant dans ses innovations mais toujours désireux de perfectionnement, avait profité de l'été pour installer des améliorations supplémentaires. Un système de récupération de chaleur sur les conduits d'évacuation, des panneaux réfléchissants additionnels, et surtout un dispositif de mesure automatique qui enregistrait en continu les performances thermiques de son habitat révolutionnaire. L'automne 1929 se déroula normalement, avec des températures saisonnières qui permettaient à la cabane de fonctionner en mode économique, selon la terminologie de Dubois. Cependant, les bulletins météorologiques européens signalaient la formation d'une masse d'air arctique particulièrement importante au-dessus de la Sibérie, présageant un hiver potentiellement exceptionnel. Ces informations, que Dubois recevait par abonnement au service météorologique parisien, l'incitèrent à effectuer une révision complète de ses systèmes en prévision d'une épreuve de résistance majeure. Les premières neiges de décembre 1929 furent plus précoces et plus abondantes que d'habitude, recouvrant la Bourgogne d'un manteau blanc qui ne fondrait plus avant mars 1930. Cette anomalie climatique inquiéta les habitants de Sainte-Geneviève en Morvan, habitués aux variations saisonnières mais rarement confrontés à une précocité hivernale si marquée. Les stocks de bois de chauffage, constitués selon les habitudes traditionnelles, apparaissaient déjà insuffisants face à un hiver qui s'annonçait exceptionnellement long et rigoureux. Le 15 janvier 1930, la température extérieure chuta brutalement à 32 degrés C, un record absolu pour la région qui stupéfia météorologues et populations locales. Cette vague de froid, d'origine sibérienne, s'accompagnait de vents violents qui créaient des sensations de température atteignant 45 degrés C. Dans tout le village, les systèmes de chauffage traditionnels furent poussés à leurs limites extrêmes, certaines habitations devenant littéralement inhabitables, malgré une consommation de combustible décuplée. C'est dans ces conditions extrêmes que la cabane métallique de Dubois allait révéler ses performances exceptionnelles et confondre définitivement ses détracteurs. Alors que les thermomètres extérieurs affichaient des températures polaires, l'intérieur de l'habitat révolutionnaire maintenait confortablement ses 19 DOC habituels avec une consommation de bois à peine supérieure à celle des hivers précédents. Cette constance thermique, dans des conditions où toutes les autres constructions frisaient l'effondrement énergétique, relevait du prodige technique. L'explication de cette performance résidait dans les propriétés réfléchissantes des panneaux métalliques qui créaient un effet cocotte-minute thermique particulièrement efficace par grand froid. Plus la température extérieure diminuait, plus les surfaces métalliques renforçaient leur pouvoir isolant en créant des barrières de réflexion thermique qui empêchaient toute déperdition de chaleur. Ce phénomène, que Dubois avait théorisé mais jamais observé dans de telles conditions, transformait sa cabane en véritable thermos géant. Le 20 janvier 1930, quand la température extérieure atteignit le record historique de 37 degrés, plusieurs habitations du village furent abandonnées par leurs occupants qui se réfugièrent chez des voisins mieux équipés ou dans la salle commune de la mairie transformée en refuge d'urgence. Dans cette situation de catastrophe hivernale, la cabane de Dubois apparaissait comme un havre de chaleur et de confort qui défiait toute logique traditionnelle. C'est alors que se produisit l'événement qui allait transformer définitivement la réputation de l'ingénieur. Le facteur Gaston Mercier, épuisé par sa tournée dans le froid polaire et transi jusqu'aux os, frappa à la porte de Dubois pour s'abriter momentanément. En pénétrant dans la cabane, il découvrit un environnement si chaud et confortable qu'il crut d'abord à une hallucination due au froid. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il.
On se croirait en plein été ici. Comment est-ce possible par un temps pareil? Cette visite impromptue marqua un tournant dans les relations entre Dubois et la communauté villageoise. Le facteur, bouleversé par sa découverte, raconta immédiatement son expérience au bureau de poste, puis au café, puis sur la place du village. En quelques heures, toute la population était informée que la cabane bizarre de l'ingénieur résistait miraculeusement au froid le plus intense que la région ait jamais connu. Les demandes de visite se multiplièrent, transformant l'habitat expérimental en attraction locale. Dubois, d'abord réticent à interrompre ses observations scientifiques, accepta finalement de recevoir des délégations de villageois qui découvraient avec stupéfaction les performances de son innovation. « C'est un miracle !» murmurait la boulangère Marguerite Dubois en constatant la différence de température entre l'extérieur glacial et l'intérieur tropical de la cabane. Ces visites révélaient un contraste saisissant qui frappait tous les observateurs. Alors qu'il fallait dehors s'emmitoufler dans plusieurs couches de vêtements pour survivre quelques minutes, l'intérieur de la cabane métallique permettait de circuler en chemise sans ressentir la moindre sensation de froid. Cette différence de plus de 50 degrés entre l'intérieur et l'extérieur défiait l'expérience commune et révélait l'efficacité extraordinaire du système d'isolation réfléchissante mis au point par l'ingénieur visionnaire. Paragraphe 6. La vague de froid exceptionnelle de janvier 1930 transforma brutalement le statut de Marcel Dubois dans la communauté locale, le faisant passer du rang de doux illuminé à celui de génie méconnu, aux yeux des villageois qui découvraient avec stupéfaction l'efficacité de son système révolutionnaire. Le contraste entre sa cabane métallique maintenue à température tropicale et les habitations traditionnelles transformées en glacières malgré une consommation de combustible décuplée, créait un phénomène si spectaculaire qu'il défiait l'entendement commun et remettait en question 3 siècles de tradition architecturale locale. L'événement le plus marquant se produisit le 25 janvier 1930, quand la température extérieure atteignit le record historique absolu de 41 degrés Celsius, température jamais enregistrée en Bourgogne depuis le début des relevés météorologiques. Cette nuit-là, plusieurs familles du village furent contraintes d'abandonner leurs maisons, devenues inhabitables, pour se réfugier dans la salle des fêtes de la mairie où un chauffage d'urgence avait été installé. Dans ces conditions polaires, même les habitations les mieux isolées selon les standards traditionnels ne parvenaient plus à maintenir une température vivable. C'est dans ce contexte dramatique que Dubois prit une décision qui allait révéler définitivement les capacités exceptionnelles de son habitat. Il ouvrit spontanément sa cabane aux familles en détresse, transformant son laboratoire expérimental en refuge d'urgence. « Ma cabane peut accueillir 8 personnes en plus de moi », déclara-t-il au maire venu organiser les secours. « Si mes calculs sont justes, elle maintiendra sa température de confort même avec cette occupation supplémentaire. » Cette générosité permit une expérimentation grandeur nature des performances de son système en conditions de surcharge. Les familles Moreau, Bertrand et Gauthier, soit 9 personnes au total incluant 3 enfants, s'installèrent donc dans la cabane métallique pour ce qui devait être une nuit d'urgence, mais se prolongea finalement sur une semaine entière. Cette cohabitation forcée révéla des performances qui dépassaient toutes les espérances de Dubois lui-même. Non seulement la température intérieure se maintint entre 18 et 20 degrés, mais la consommation de combustible n'augmenta que de 30% malgré la présence de 8 personnes supplémentaires. C'est de la magie pure, s'émerveillait Henri Moreau, le maçon local qui avait été l'un des plus sceptiques face au projet de l'ingénieur. Nous sommes 10 personnes dans 40 mètres carrés. Dehors, il fait moins 40, et nous avons chaud comme dans un salon parisien en plein hiver. Je n'aurais jamais cru qu'on puisse construire un habitat aussi efficace avec du métal. Cette conversion du principal critique local marquait un tournant psychologique majeur dans l'acceptation de l'innovation. L'explication scientifique de ces performances exceptionnelles résidait dans un phénomène que Dubois avait prévu théoriquement, mais qu'il découvrait concrètement pour la première fois. Les panneaux métalliques réfléchissants créaient un effet de serre contrôlé, où la chaleur émise par les corps humains était récupérée et redistribuée par réflexion, transformant les occupants eux-mêmes en source de chauffage d'appoint.
Plus il y avait d'occupants, plus le système devenait efficace, créant un cercle vertueux thermique totalement inattendu. Cette semaine de cohabitation permit également de tester la ventilation automatique du système face à une production de CO2 et d'humidité largement supérieure aux prévisions. Les clapets thermostatiques, ajustant automatiquement le renouvellement d'air selon la qualité de l'atmosphère intérieure, maintinrent des conditions de vie parfaitement saines sans aucune intervention manuelle. L'air de cette cabane est plus pur que celui de ma propre maison en temps normal, observait Marguerite Bertrand, impressionnée par l'efficacité du système de ventilation. La nouvelle de ces performances exceptionnelles se répandit rapidement au-delà des frontières du village, atteignant les journaux régionaux puis nationaux. Un ingénieur bourguignon défie le froid polaire avec sa maison miracle, titrait le journal de Saône-et-Loire, tandis que le Figaro évoquait l'habitat du futur testé en Bourgogne. Cette médiatisation inattendue transformait l'expérience discrète de Dubois en phénomène de société qui attirait l'attention du monde scientifique et industriel. Des délégations d'ingénieurs, d'architectes et d'industriels commencèrent à affluer vers Sainte-Geneviève en Morvan pour étudier cette innovation révolutionnaire. L'École centrale de Paris organisa une mission d'études dirigée par le professeur Gustave Eiffel lui-même, qui confirma officiellement les performances annoncées et recommanda l'industrialisation immédiate du système. Cette invention, déclara le célèbre ingénieur, révolutionnera l'habitat européen et permettra des économies d'énergie considérables à l'échelle continentale. Cependant, c'est la validation par les réfugiés eux-mêmes qui impressionnait le plus les visiteurs officiels. Ces familles paysannes, sans formation technique particulière mais avec une expérience séculaire des hivers morvandiaux, attestèrent spontanément de l'efficacité du système avec une conviction qui valait tous les rapports d'experts. Monsieur Dubois a inventé quelque chose d'extraordinaire, témoignait Émile Bertrand, pourtant maire pragmatique, peu enclin aux enthousiasmes excessifs. Sa cabane nous a sauvé la vie, et elle l'a fait sans effort, comme si c'était naturel. Cette reconnaissance populaire, conjuguée à la validation scientifique officielle, transformait définitivement le statut de Dubois et de son invention. L'homme qui avait été moqué pour sa casserole géante devenait soudain un visionnaire dont l'innovation préfigurait l'avenir de la construction. Cette mutation de la perception collective illustrait parfaitement comment les grandes innovations doivent souvent affronter le scepticisme avant de triompher par la force de l'évidence. La fin de la vague de froid, en février 1930, marqua la conclusion de cette expérimentation involontaire mais décisive qui avait transformé un laboratoire personnel en démonstration grandeur nature des potentialités de l'habitat thermiquement optimisé. Les familles réfugiées retournèrent dans leurs maisons traditionnelles avec la certitude d'avoir vécu une expérience unique qui changerait à jamais leur vision de ce qu'un habitat pouvait offrir en termes de confort et d'efficacité énergétique. Paragraphe 7. Le succès spectaculaire de la cabane métallique, durant l'hiver 1929-1930, déclencha une révolution dans l'approche de l'habitat qui dépassa largement les frontières de la Bourgogne pour influencer l'ensemble de l'industrie européenne de la construction. Dubois, propulsé malgré lui sur le devant de la scène scientifique et médiatique, dut faire face à un afflux de visiteurs, d'investisseurs et de journalistes qui transformèrent son paisible village en destination touristique technique. Cette notoriété soudaine, flatteuse mais envahissante, l'obligeait à repenser complètement l'avenir de son invention et son propre rôle dans sa diffusion. Les propositions commerciales affluaient de toute l'Europe. Les établissements Schneider du Creusot proposaient un partenariat pour l'industrialisation massive du système. Les aciéries de Longwy, ses anciens employeurs, offrèrent de racheter ces brevets pour une somme considérable, et même des industriels allemands et britanniques sollicitèrent des licences d'exploitation pour leurs marchés nationaux. Ces opportunités, qui auraient pu enrichir considérablement l'ingénieur, le plaçaient devant un dilemme éthique. Fallait-il commercialiser rapidement son innovation ou continuer les recherches pour la perfectionner encore? Dubois choisit une voie médiane qui révélait sa personnalité de chercheur avant tout. Il accepta de collaborer avec l'École centrale de Paris pour créer un laboratoire de recherche sur l'habitat thermiquement optimisé, tout en concédant des licences limitées à quelques industriels sélectionnés pour leur sérieux technique et leur engagement qualité. « Mon invention,
expliquait-il aux journalistes, ne doit pas devenir un gadget commercial, mais un outil de progrès social. Mal appliquée, elle pourrait décevoir et compromettre son développement futur. Cette approche prudente permit de développer méthodiquement les applications de son système d'isolation réfléchissante. En collaboration avec les ingénieurs de Schneider, Dubois conçut des versions industrielles de ces panneaux métalliques adaptés à différents types de constructions. Villas bourgeoises, immeubles urbains, bâtiments industriels et même applications militaires pour les casernes et fortifications. Chaque adaptation nécessitait des calculs spécifiques et des ajustements techniques qui enrichissaient constamment les connaissances théoriques sur la thermodynamique appliquée. L'installation pilote la plus ambitieuse fut réalisée à Dijon en 1931, avec la construction d'un immeuble de logements sociaux équipé du système Dubois. Ce bâtiment de 4 étages, abritant 16 familles ouvrières, permit de tester l'efficacité du système à grande échelle tout en démontrant ses bénéfices sociaux. Les économies de chauffage, supérieures à 70% comparées aux constructions traditionnelles, permettaient aux familles modestes d'améliorer sensiblement leur niveau de vie tout en bénéficiant d'un confort thermique inédit. Les résultats de cette expérimentation sociale furent si probants que le ministère de la Santé publique lança un programme national d'équipement des hôpitaux avec le système d'isolation métallique Dubois. Les établissements hospitaliers, particulièrement sensibles aux questions de confort thermique et d'économie budgétaire, constituaient un terrain d'application idéal pour cette innovation. L'hôpital Beaujon de Paris, premier équipé en 1932, réduisit ses coûts de chauffage de 80% tout en améliorant significativement le confort des patients et du personnel soignant. Cette multiplication des applications révélait progressivement d'autres avantages inattendus du système métallique réfléchissant. Les bâtiments équipés présentaient une meilleure résistance aux incendies grâce aux propriétés ignifuges des alliages utilisés, une isolation acoustique supérieure due à la double paroi métallique, et surtout une durabilité exceptionnelle qui réduisait considérablement les coûts d'entretien. Ces bénéfices collatéraux renforçaient l'attractivité commerciale de l'innovation et accéléraient son adoption. Cependant, le développement rapide de son invention posait à Dubois des défis inattendus. L'apparition sur le marché de copies approximatives et de systèmes prétendument inspirés de Dubois, mais techniquement défaillants, menaçait de compromettre la réputation de son innovation. Certains fabricants peu scrupuleux utilisaient des métaux de qualité inférieure ou des assemblages approximatifs qui ne reproduisaient pas les performances originales, créant des déceptions chez les utilisateurs et alimentant un scepticisme préjudiciable. Pour contrer ces dérives, Dubois mit au point un système de certification technique qui garantissait l'authenticité et la qualité des installations utilisant ses brevets. Cette démarche qualité, révolutionnaire pour l'époque, incluait la formation des installateurs, le contrôle des matériaux et un service après-vente qui assurait le maintien des performances dans le temps. Une innovation n'est valable, expliquait-il, que si elle est correctement mise en œuvre et maintenue selon ses spécifications d'origine. L'impact international de l'invention Dubois se manifesta lors de l'exposition coloniale de Paris en 1931, où un pavillon entier fut consacré à l'habitat du futur, la reproduction de sa cabane bourguignonne, équipée de systèmes de mesure en temps réel, permit aux millions de visiteurs de constater directement les performances du système d'isolation métallique. Cette démonstration grandeur nature, validée par des mesures scientifiques irréfutables, convainquit définitivement les derniers sceptiques et propulsa l'innovation française sur la scène mondiale. Les commandes internationales affluèrent, particulièrement des pays nordiques, Suède, Norvège, Finlande, confrontés à des hivers rigoureux, mais aussi, paradoxalement, des régions chaudes, Afrique du Nord, Proche-Orient, où les propriétés réfléchissantes des panneaux métalliques s'avéraient efficaces pour maintenir la fraîcheur intérieure. Cette universalité d'application, que Dubois n'avait pas anticipée, révélait les potentialités considérables de son système pour améliorer l'habitat humain sous toutes les latitudes. L'année 1933 marqua l'apogée de cette expansion avec la création de la Société internationale d'habitat thermiquement optimisé, SIHTO, qui regroupait les licenciés européens du système Dubois. Cette structure permettait de coordonner les recherches, de mutualiser les améliorations techniques et de maintenir les standards de qualité à l'échelle continentale.
Dubois lui-même, devenu directeur scientifique de cette entreprise, pouvait enfin se consacrer pleinement à la recherche tout en assurant la diffusion contrôlée de son innovation. Paragraphe 8. L'évolution de la petite cabane bourguignonne vers un système industriel de portée internationale révéla des applications inattendues qui dépassaient largement le cadre résidentiel initial de l'invention de Dubois. L'armée française, attentive aux innovations susceptibles d'améliorer les conditions de vie des soldats, commanda en 1934 une série de baraquements militaires équipés du système d'isolation métallique pour les garnisons alpines et les postes frontaliers exposés aux rigueurs hivernales. Ces installations, testées dans les conditions extrêmes des hautes montagnes, révélèrent des performances si remarquables qu'elles révolutionnèrent l'architecture militaire française. Le général Weygand, inspectant personnellement les baraquements du fort de Briançon équipés du système Dubois, constata avec satisfaction que les soldats bénéficiaient d'un confort inédit qui améliorait considérablement leur morale et leur efficacité opérationnelle. Ces innovations, déclara-t-il dans son rapport au ministère de la Guerre, transforment nos conditions de service en montagne. Les économies de combustible permettent de réduire les convois de ravitaillement et surtout, nos hommes conservent leur capacité de combat même par grand froid. Cette validation militaire renforçait considérablement la crédibilité technique du système. L'industrie navale manifesta rapidement son intérêt pour ses propriétés d'isolation exceptionnelles. Les chantiers navals de Saint-Nazaire expérimentèrent l'application des panneaux métalliques Dubois aux cabines et aux compartiments des navires de guerre et de commerce. Les résultats furent spectaculaires. Réduction drastique des problèmes de condensation, amélioration du confort thermique des équipages, et surtout, diminution significative des risques d'incendie grâce aux propriétés ignifuges des alliages métalliques utilisés. Cette application maritime ouvrait un marché considérable pour l'innovation française. Plus surprenant encore, l'industrie ferroviaire découvrit que le système d'isolation réfléchissante améliorait remarquablement le confort des wagons de voyageurs tout en réduisant les coûts de chauffage des trains. La compagnie des wagons-lits équipa ses voitures de luxe du système Dubois, offrant à sa clientèle internationale un confort thermique inégalé qui renforçait la réputation d'excellence du service français. Ces applications de prestige contribuaient à diffuser l'image d'innovation technologique française à travers l'Europe. Cependant, c'est dans le domaine médical que l'invention de Dubois révéla ses potentialités les plus inattendues. Les hôpitaux équipés du système métallique constataient non seulement des économies d'énergie considérables, mais aussi une amélioration notable de la guérison des patients. Les chirurgiens observaient que les salles d'opération maintenues à température constante, grâce à l'isolation du bois, réduisaient les risques d'infection et accéléraient la cicatrisation. Cette découverte, validée par plusieurs études médicales, ajoutait une dimension thérapeutique à l'innovation technique. Le docteur Alexis Carrel, prix Nobel de médecine, s'intéressa personnellement à ces observations et mena une étude approfondie à l'hôpital Beaujon équipé du système Dubois. Ses conclusions, publiées dans The Lancet en 1935, établissaient scientifiquement la corrélation entre stabilité thermique et vitesse de guérison. L'organisme humain, écrivait-il, consacre une énergie considérable à maintenir sa température corporelle. Dans un environnement thermiquement stable, cette énergie peut être redirigée vers les processus de guérison. Cette caution scientifique de premier plan propulsait l'innovation Dubois au rang des découvertes médicales importantes. L'industrie aéronautique naissante représentait un autre secteur d'application prometteur. Les premiers avions de ligne, confrontés aux problèmes de chauffage et de pressurisation des cabines en altitude, expérimentèrent l'utilisation de panneaux métalliques légers dérivés du système Dubois. Air France équipa ses DeWittin D338 de cette isolation révolutionnaire, améliorant considérablement le confort des passagers sur les lignes intercontinentales. Cette application aéronautique préfigurait les développements futurs de l'aviation commerciale. Dubois lui-même, devenu une figure internationale de l'innovation technique, fut invité à présenter ses travaux dans les plus prestigieuses institutions scientifiques européennes. Ses conférences à la Royal Society de Londres, à l'Académie des sciences de Berlin et à l'Institut de France établissaient sa réputation de chercheur visionnaire, capable de révolutionner des secteurs entiers par l'application créative des lois physiques fondamentales. Cependant,
Cette notoriété internationale s'accompagnait de responsabilités croissantes qui éloignaient progressivement Dubois de sa passion première, la recherche pure, les obligations commerciales, les négociations de brevets et les déplacements constants pour superviser les applications de son système limitèrent le temps qu'il pouvait consacrer à l'amélioration technique de son invention. Cette tension entre innovation et exploitation commerciale illustrait les dilemmes classiques du chercheur-inventeur confronté au succès de ses découvertes. Pour résoudre ce conflit, Dubois prit en 1936 une décision qui révélait sa personnalité de scientifique authentique. Il créa la Fondation Dubois pour la recherche en habitat optimisé, institution à but non lucratif, financée par les redevances de ses brevets et dédiée à la recherche fondamentale en thermodynamique appliquée. Cette structure lui permettait de maintenir une activité de recherche pure tout en assurant le développement contrôlé de ses innovations. La Fondation établit son siège dans un château rénové près de Dijon, équipé des laboratoires les plus modernes d'Europe pour l'étude des matériaux et de la thermodynamique. Ce centre de recherche, qui attirait les meilleurs ingénieurs et physiciens européens, devint rapidement une référence mondiale pour l'innovation en matière d'habitat et d'efficacité énergétique. Dubois pouvait enfin concilier sa passion scientifique avec les exigences du développement industriel de ses inventions. Cette période de maturité institutionnelle marquait l'aboutissement d'un parcours exceptionnel qui avait transformé une expérimentation personnelle dans un village bourguignon en révolution industrielle européenne. L'homme qui avait été moqué pour sa cabane en métal était devenu le père d'une nouvelle approche de l'habitat qui influençait tous les secteurs de l'activité humaine, nécessitant un contrôle thermique précis. Paragraphe 9. L'année 1937 marqua un tournant décisif dans la carrière de Marcel Dubois avec l'organisation de la première conférence internationale sur l'habitat thermiquement optimisé qui se tint dans les salons de l'école militaire à Paris sous le haut patronage du président Albert Lebrun. Cet événement scientifique majeur réunissait pour la première fois les plus éminents spécialistes mondiaux de la thermodynamique appliquée, de l'architecture moderne et de l'ingénierie des matériaux, consacrant définitivement la reconnaissance internationale des innovations françaises en matière d'efficacité énergétique domestique. Les communications présentées lors de cette conférence révélèrent l'ampleur extraordinaire des développements inspirés par les travaux pionniers de Dubois. Le professeur Ludwig Prandtl de Göttingen présenta ses recherches sur l'application des principes de l'isolation réfléchissante aux dirigeables et aux avions de haute altitude, tandis que l'ingénieur britannique Barnes Wallis exposait ses travaux sur l'utilisation de techniques similaires pour l'isolation des sous-marins. Ces applications militaires, bien que secrètes, témoignaient de l'impact stratégique des découvertes françaises.